Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Point de rupture en ce lundi 6 octobre 2025. Comme vous voyez, je ne suis pas en train de faire ceci de l'endroit habituel. Je suis à la campagne pendant quelques jours et je suis avec Louis parce que nous travaillons également sur des tas de choses qu'on est en train de mettre en place pour Odéon, pour des tas de choses. On a besoin parfois de se réunir et de passer du temps là-dessus. Alors tout d'abord, je vous invite à prendre votre café, votre thé, comme d'habitude, ou tout autre boisson, et je vous dis à la vôtre sur Point de rupture, à la vôtre, à la vérité et à Point de rupture, et surtout à vous tous, mes chers amis que j'apprécie tant. À la vôtre. Bien. Là, pendant 3 jours encore, quoi, aujourd'hui, mardi et mercredi, nous allons être à la campagne. Donc, à cause des connexions que nous avons, la connexion n'est pas suffisante. On est en partage de connexion sur téléphone, etc., pour faire un live directement. Ce n'est pas que j'ai pas envie de faire un live, vous allez commenter, vous allez réagir, mais par la force des choses sur le plan technique, il est plus prudent pour nous de faire un pré-enregistrement que l'on partage avec vous. Bien sûr, je ne peux pas réagir à vos commentaires en live, mais en même temps, je sais anticiper parfois vos commentaires, le genre de commentaires que vous allez avoir, et donc de parler de tout ça. Aujourd'hui, il y a eu des nouvelles qui sont quand même importantes. Je vais m'épancher un peu sur l'actualité française, sur le fait que il y a eu une dissolution du gouvernement qui à peine avait été nommée. C'est quelque chose de presque choquant. Maintenant, on sait que la plupart des gens qui avaient été nommés au nouveau gouvernement, c'était les anciens, sauf qu'ils avaient changé de ministère. C'était presque comme un jeu de chaises musicales où c'est les mêmes qui reviennent, mais on continue de la même façon. Alors, est-ce que ça va provoquer une crise gouvernementale ou pas? Ben, ce sont les choses que l'on va aborder. Et moi, je vais peut-être me permettre de regarder ça d'un point de vue américain, comme on le fait toujours. Ça permet de voir les différences de fonctionnement et de compréhension de la situation. Euh, Tout d'abord, je pense que la dissolution du gouvernement, alors elle n'a même pas été mise en place, n'est pas bonne pour la France. C'est un signe de faiblesse et quelque part, ça renforce l'autorité de l'Union européenne qui va dire, ben oui, vous voyez, les gens qui parlent de souveraineté ou d'autres choses en France ne sont même pas capables de gérer leur propre pays, ils ont besoin de l'Europe, etc. Alors, est-ce que c'est une question de cause à effet dans l'autre sens? Est-ce que le renforcement progressif et constant qu'il y a eu de l'Europe et de l'autorité technocratique européenne, entre guillemets, Ursula von der Leyen, est-ce que quelque part, ils ne se réjouissent pas de ce fait et que c'est une façon d'affaiblir la souveraineté de la France? Peut-être. Alors, pourquoi est-ce que ça peut se faire en France, peut-être dans d'autres pays européens, et que ce genre de choses est un peu plus difficile aux États-Unis? Vous savez qu'aux États-Unis actuellement, le gouvernement américain est en plein shutdown. Shutdown, ça veut dire que il ne peut pas fonctionner, il n'y a pas de budget qui a été voté, donc il n'y a pas de budget pour faire ceci. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que moins il y a des gens capables de voter des lois non nécessaires, mieux c'est. Parfois, la meilleure façon d'affamer la bête, c'est de ne pas la financer et donc de montrer certaines choses. C'est sûr que d'un certain côté, l'administration Trump, pas seulement Trump, mais l'administration Trump, dans ce qu'elle est en train de chercher à faire, se réjouit de pas mal de choses dans le genre parce que ils vont être obligés de licencier des tas de postes non nécessaires au gouvernement, des postes qui servent uniquement à renflouer et à renforcer l'efficacité de l'État profond. Donc, ça affaiblit l'État profond sur ce plan-là. Il y a même certains sénateurs et certains congressmen qui ont suggéré que les sénateurs et les congrès ne soient pas payés non plus et surtout qu'ils ne soient pas payés a posteriori quand le shutdown sera terminé. Donc,
le fait qu'ils perdent leurs revenus pendant un certain temps est significatif. C'est une des idées que je soutiens complètement. Alors pourquoi pour les Américains c'est difficile à comprendre ce qui est en train de se passer en Europe? Tous les pays européens sont toujours assujettis à des mesures de compromis parce qu'il faut faire des coalitions pour pouvoir gouverner. Là, il vient d'avoir une élection, par exemple, en Tchéquie, et le parti qui arrivait en première liste dans le gouvernement tchèque est un parti qui a eu 38% des voix, je pense, et qui est un parti populiste. Mais il va être obligé de fonctionner avec certains autres partis de droite pour former un gouvernement. Il y a un parti où il n'aura aucun problème pour qu'il le rejoigne, mais il y a un autre parti de droite qui refuse tout compromis parce qu'il se considère trop puriste et qui va fonctionner d'une certaine façon. De l'autre côté, seulement pour comprendre, et c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer à mes amis américains, c'est que l'Amérique fonctionne réellement avec deux partis. Il y a des petits partis, le parti libertarien, etc., mais ils sont insignifiants et ils n'ont pas de personnes qui les représentent au Congrès ni au Sénat. Il y a un seul sénateur qui est assez libertaire et qui vote systématiquement contre la prolongation des budgets, c'est Rand Paul. Et ça, on le sait, il le fera toujours. Il y a des puristes au Congrès, dont Marjorie Taylor Greene et Thomas Massie, qui, eux, vont toujours fonctionner de façon bien plus idéologique, mais ils font partie du Parti républicain, tout comme Rand Paul. Et c'est au sein des partis qu'il y a des différends. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre que MAGA, c'est pas seulement le Parti républicain, mais c'est tout un mouvement qui n'est pas monolithique, mais qui avance ensemble. Au sein de MAGA, il y a énormément de discussions, il y a énormément de désaccords, il y a des gens qui vont aller dans un certain sens, même sans parler des élus. Il y aura les tendances de Tucker Carlson, de Candace Owens, qui accusent souvent le gouvernement même de Trump de ne pas aller dans la veine de ce que représente le mouvement MAGA, qui n'est pas seulement Make America Great Again, faites de l'Amérique un grand pays de nouveau, mais c'est America First, c'est de mettre l'Amérique en premier lieu. Donc, qui s'oppose à une immigration sauvage, etc., etc., etc. Et c'est une des choses qui manque en Europe, mais qui, pour pas mal de partis populistes en Europe, il y a des positions assez tranchantes là-dessus. Ceci dit, sur pas mal d'autres sujets, même les partis de droite rejoignent la politique générale de gauche. C'est pour ça que il y a des éléments qui ont déjà été inclus, même dans la Constitution, notamment sur l'avortement, sur d'autres choses. On n'a même pas le droit de soulever ce genre de sujet et de se mettre en opposition par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il peut se passer en France sur ce plan-là? Alors moi, j'aurais tendance à dire, et là, je vais pas nécessairement parler en mon nom propre, même si parfois je vais trahir le fond de mes pensées, mais je vais parler un peu de comment les Américains pourraient voir ce qui se passe en France. Et quelque part, l'Américain pense qu'on a le gouvernement qu'on mérite. Il y a beaucoup de gens dans MAGA, ils disent on a le gouvernement qu'on mérite. C'est pour ça qu'il faut se battre d'une façon féroce pour ses valeurs, pour ses convictions, pour des tas de choses dans ce style-là, et de le faire d'une façon positive. Euh, En France, il semblerait que, et dans pas mal de pays européens, que la plupart des partis sont des partis d'opposition. Opposition à quoi? On ne sait plus exactement quoi, mais on agit de cette façon-là et on manifeste dans le fait de s'opposer à la tendance générale. Mais c'est quoi cette tendance générale? Si on continue à s'opposer en permanence et pas à prôner des valeurs d'abord, on devient un pays qui est rempli de partis différents qui réagissent contre quelque chose, qui, par définition, s'ils réagissent, c'est une réaction. Et ces partis deviennent des partis réactionnaires. C'est pour ça que même les partis de droite en France sont des partis réactionnaires et pas, comme aux États-Unis, une tendance conservatrice. Ça veut dire quoi être conservateur? Ben, ça veut dire
s'inspirer des valeurs qui sont chères à la population, qui sont chères à pas mal de gens qui pensent que l'Amérique a été fondée sur certains principes de valeurs, qu'il y a beaucoup de choses à corriger, comme il y a eu à corriger de par le passé, l'élimination de l'esclavage, des tas de choses dans ce style-là. Mais la notion d'être conservateur se positionne dans le fait de défendre tout d'abord les libertés individuelles. Et ce n'est pas en réaction par rapport à ce que le gouvernement fait. Et de ce fait, on arrive à mobiliser les gens bien plus sur des idées. On va les réunir autour d'idées que l'on prône comme des idées positives pour le pays, plutôt que de toujours se positionner en réaction par rapport à quelque chose. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait quelque chose là-dessus il y a un bout de temps, mais il y a pas mal de temps déjà sur Point de rupture, même avant que je fasse les lives réguliers qui datent de la mi-avril. Et on n'a pas manqué un seul rendez-vous. Et ça, j'en suis très fier et je vais continuer à le faire, même si parfois je m'absente et je vais être à la campagne pour des raisons d'organisation, pour des tas de raisons. On va quand même être là, présent et exprimer nos opinions sur certains points. Donc, la notion d'être réactionnaire affaiblit la notion de mobilisation parce que ça amène un certain cynisme. Si on est réactionnaire, on réagit par rapport à ce que font les autres. Et si les autres prennent des positions déjà de faiblesse, on réagit par rapport aux positions de faiblesse, mais on se bat sur le terrain de la faiblesse. Donc, on se bat sur des faux terrains. Moi, je préfère être dans l'esprit de Edmund Burke ou bien plus tard en France d'autres personnes qui ont repris le même genre d'idées, qui sont basées sur des traditions. Pourquoi les traditions? Parce que les traditions ont fait leurs preuves, ont permis au pays d'exister, d'avancer et de prôner en avant, de mettre en avant des tas de valeurs. La Révolution française était une rupture avec ces traditions. C'est-à-dire, d'un seul coup, on pensait intellectuellement savoir mieux et cherchait à écraser toute tradition, écraser tout ce qui était auparavant, plutôt que de conserver des valeurs sûres. Et c'est là où il y a du différent. De nouveau, je vous conseille d'étudier un peu toute la vie de Edmund Burke. C'est lui qui, en venant en France pendant la Révolution et qui a vu le régime de la terreur s'installer, c'est lui qui a dit la fameuse phrase le mal triomphe quand les hommes de bien ne font rien. Et les hommes de bien, ça voulait dire quoi au juste? Ça veut dire les gens qui se réfèrent à des traditions qui étaient basées sur des valeurs, sur tout un ensemble d'actions qui étaient basées sur des vérités qui ont été testées par le temps. Et ces valeurs étaient toujours des valeurs de foi, des valeurs de famille, des valeurs de patrie, des valeurs de considération, d'empathie envers ceux qui n'avaient pas, pour tenir compte de certaines personnes, et donc d'amener toute la politique à fonctionner en fonction de ces valeurs. C'est ça une approche conservatrice et pas réactionnaire. Alors que l'approche réactionnaire, elle est basée sur le gouvernement fait quelque chose qui est pas bien, de toute évidence, on va réagir là-dessus. Mais on se bat sur un terrain qui est déjà prédéfini par l'opposition. Donc, on peut être contre, mais on est toujours en train de parler de certaines choses qui ne sont pas positives, qui ne sont pas des choses qui sont constructives. Et là, tout ce que ça amène beaucoup d'humour, ça amène le fait qu'on voit Bruno Le Maire qui juste avant dit moi je ne participerai jamais à un gouvernement quelconque parce que je me considère comme indépendant, etc. Et dès qu'on lui propose un poste, là c'était des armées ou quelque chose comme ça, alors qui n'en sait rien au niveau des armées, tout comme il n'en savait rien au niveau de l'économie, qui tout comme il ne savait rien au niveau de l'agriculture. Vous vous souvenez, quand il était ministre de l'Agriculture, il y a quelqu'un qui lui avait posé la question,
pour qu'il nous dise ce qu'était un hectare. Il était incapable même de définir le nombre de mètres carrés qu'il y avait dans un hectare. Quand il était poussé jusqu'au bout, il a dit ouais, ça doit être autour de 8000 mètres carrés. Bon, c'est 10 000 mètres carrés, mais vous allez me dire c'est proche, mais c'est complètement aberrant pour quelqu'un qui est dans ce genre de position de ne même pas savoir certaines choses essentielles. Bruno Le Maire également avait dit que les sanctions amenées par l'Europe sur la Russie allaient écrouler l'économie russe. Et il y en a qui continuent à dire que l'économie russe s'écroule, alors que c'est loin d'être la vérité. Il y a une croissance en Russie qui est maintenant égalée uniquement aux États-Unis depuis certaines mesures de Trump en ce qui concerne l'économie américaine. Mais les économies européennes ont quasi pas de croissance, ou une croissance infime qui est insignifiante. Et donc, là, il y a un cynisme qui s'installe en France. Bien sûr, ça crée énormément de calembours, d'humour, c'est marrant, mais c'est des phénomènes d'expression de frustration qui ne peuvent se manifester de nouveau que par opposition à ce qui se fait. Donc, quelque part, on a le gouvernement qu'on mérite, parce que ça fait un bout de temps, dans les élections où Jacques Chirac avait été réélu, quand il était positionné contre Jean-Marie Le Pen, bah, tous les partis voulaient arrêter Le Pen. C'était tout. Là, je ne suis même pas en train de parler s'il fallait et ne fallait pas l'arrêter ou pas. C'est pas ça. Mais quand on se définit par opposition à quelque chose, on est contre quelque chose et pas pour quelque chose. Et ça, depuis un certain temps, ça a toujours été le cas. Peut-être un tout petit peu moins au début du mandat de Sarkozy, où il cherchait à mettre des choses en avant, etc. Mais Sarkozy était ce qu'on appellerait aux États-Unis un néocon, même s'il prônait le contraire. Mais ensuite, sur la politique étrangère, on sait tout le mal qu'elle avait fait, notamment en Libye, et qui était fait plus pour des intérêts personnels ou des intérêts d'amis à lui ou des intérêts de gens qui le rejoignaient par certains côtés, mais pas du tout basé sur des grands principes. Qu'on soit d'accord avec De Gaulle ou pas sur la position algérienne, De Gaulle avait une vision de la décolonisation qu'il considérait comme nécessaire parce que sinon, ça n'allait pas pouvoir se faire. Et après, la décolonisation n'a pas fonctionné vraiment comme il le fallait parce que la France s'était unifiée à des gouvernements corrompus, où il y a eu des avantages à certaines personnes également. On se souvient du scandale des diamants de Giscard d'Estaing avec certaines mesures avec la République centrafricaine, où il y a toujours eu ce genre de choses. Aujourd'hui, on sait que la France se procure la plupart de son uranium qui est nécessaire si toutefois la France devait remobiliser toute la construction nucléaire. Ben, il n'y a pas l'uranium qui venait de la part du Niger. Et l'autre source d'uranium possible, c'est la Russie. Mais il y a des sanctions contre la Russie, donc on ne peut pas avoir des sources d'uranium de ce côté-là. Et donc, on s'enferme dans une situation de réactivité où on a fermé des capacités de collaboration avec des pays qui autrefois étaient colonisés par la France, alors que la France devrait avoir des relations privilégiées avec de nombreux pays africains. Et quand il n'y a pas de position, il n'y a pas la possibilité pour des acteurs français de chercher à mettre des pressions pour aller dans le bon sens de la décolonisation, donc de l'indépendance de chaque pays, pour créer des partenariats économiques solides qui allaient donner des résultats gagnants-gagnants, aussi bien pour ces nouveaux pays que pour la France. Et la France a besoin de tout ceci, parce que la France, on dit, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, quelque part, c'est vrai. Mais on a des capacités qui sont très grandes en France. Malheureusement, au cours des 2 mandats d'Emmanuel Macron, elle a vendu énormément de ses atouts, de ses actifs. On connaît le scandale d'Alstom, d'autres sociétés, etc., où d'un seul coup, toute la puissance française était en train de disparaître,
alors que ça fait partie de la puissance française. Ce qui manque en France, aujourd'hui, ce sont 2 choses. C'est les ressources naturelles qu'elle pourrait avoir encore par le biais de ses anciens, partenaires, colonisés et maintenant décolonisés, mais avec lesquels on pourrait fonctionner et surtout d'énergie. Mais avec ces structures de sanctions envers la Russie, l'Europe pourrait bénéficier d'une économie d'énergie bien moins chère en utilisant l'énergie russe par rapport à l'énergie américaine qui est bien plus chère. Le gaz américain est bien plus cher que le gaz russe. Le pétrole américain est bien plus cher que le pétrole russe. Et on sait que l'énergie, et notamment l'électricité, dans des pays comme l'Allemagne, a augmenté de 50%. C'est quelque chose qui n'est pas fiable et qui n'est pas viable quant à l'avenir. Et au lieu de prendre des positions complètement bêtes pour plaire à des tendances ici et là, si on agissait bien plus avec raison économique, raison du marché, il y a un avantage énorme à s'allier, du moins économiquement, avec la Russie pour bénéficier de l'énergie russe. Alors que le Nord Stream a été explosé, on dit que c'était par les Ukrainiens. À mon avis, ouais, il y a les Ukrainiens, mais il y a les Américains, la CIA derrière, etc., etc. Mais le résultat, c'est que ça a coupé l'arrivée de l'énergie en Allemagne. Et pour l'Allemagne, ça a été dramatique. Et il y a eu des retombées sur la France de la même façon et sur d'autres pays européens, sans parler des bombardements sur les pipelines qui amenaient le pétrole russe à la Hongrie et à la Slovaquie, et ce qui a mis Viktor Orban, Premier ministre hongrois, dans tous ces États. Également, même chose pour la Slovaquie, parce que c'est une chose de mener de la politique et de dire, bah oui, on prend ce genre de position par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie, mais il y a une réalité qui existe derrière, c'est qu'on a besoin de continuer à opérer. Et sans énergie, on ne va nulle part. Et ça, il faut reconnaître que la Russie, elle a une richesse dans son sous-sol qui est énorme, aussi bien sur le plan des matières premières que de l'énergie. La France est un pays qui est en avance sur pas mal d'aspects technologiques, et elle pourrait faire beaucoup de choses, mais elle a besoin d'énergie, elle a besoin de matières premières. Et donc là, au lieu de prendre des positions de réactivité réactionnaire par rapport au gouvernement actuel, s'il y avait un plan économique de droite en France, mais véritable, et qui allait se dissocier de l'Union européenne parce que l'Union européenne est une entité technocratique avant tout, qui est aride, qui est sèche et qui est une administration qui est même non élue, la France pourrait avoir une certaine puissance. Est-ce que ça veut dire une souveraineté totale et absolue? Je ne le pense pas, parce qu'on ne peut pas nier l'appartenance à l'Europe. Je dis bien à l'Europe et pas à l'Union européenne. Donc, il faut qu'il y ait des accords avec d'autres pays européens, mais qui vont aller dans le sens de pouvoir faire du commerce avec certains pays. Ça peut être avec la Russie, ça peut être avec l'Iran, ça peut être avec la Turquie, ça peut être avec d'autres pays au Moyen-Orient, etc., où on a besoin d'avoir un apport en énergie avant tout. Sans énergie, on peut avoir toutes les idées qu'on veut, mais on ne peut pas les appliquer. Et malheureusement, en France, il n'y a pas de source énergétique. Je parle de pétrole là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent du pétrole. D'accord, le nucléaire, ça va être une chose. On va pouvoir chauffer avec du nucléaire, on va pouvoir faire d'autres choses, faire tourner des machines avec du nucléaire, mais ça va prendre du temps pour établir le nucléaire en France, qui était en avance par rapport au monde entier. La France était le premier pays dans les surgénérateurs, la notion des centrales Phoenix, qui allait utiliser ses propres déchets dans le fait de reproduire de l'énergie. La France était en avance dans le monde entier par rapport à ça.
Mais ça a été détruit. Pourquoi? Par des intérêts, c'était McKinsey qui conseillait le gouvernement français et qui, lui, est-ce qu'il y avait des intérêts globalistes qui sortaient de l'Amérique à l'époque? Sans aucun doute. Et là, il y a eu un compromis qui était basé sur de la corruption interne. Donc, ça, on a besoin de regarder ça. Je pense qu'en cette période de crise gouvernementale, en France, on a besoin de certaines voix qui ont besoin de présenter un projet de société, un projet économique, un projet qui va aller quelque part. Sinon, on a les gouvernements qu'on mérite ou les non-gouvernements qu'on mérite, les gouvernements fantoches. Alors, qu'est-ce qui va se passer en France? Est-ce que le président Emmanuel Macron va nommer Bardella comme Premier ministre afin de scier la branche sur laquelle est assise en ce moment le Rassemblement national? Peut-être. Est-ce qu'il va procéder à la mise en place de l'article 16 qui va donner les pleins pouvoirs au président, etc.? Peut-être. Peut-être que tout ça s'était voulu depuis un certain temps. Mais au lieu de tout simplement réagir par rapport à ça, de l'exposer, il faut toujours avoir un plan positif en même temps. S'il n'y a pas ce plan positif qui va de mèche avec la réactivité, c'est-à-dire réagir contre les choses négatives, on ne peut pas définir une politique uniquement sur le fait de démontrer ce qui est négatif et de chercher à l'arrêter. Parce qu'après, dans le subconscient global du pays, les gens disent oui, mais après, on croit en quoi? On fait quoi en avant? Et c'est pour ça que moi, j'ose penser que derrière tout ça, il faut un projet de société qui soit basé sur des valeurs. Une des valeurs qu'on a écrasées depuis, progressivement, on l'a écrasée depuis plus de 200 ans en France, c'est la notion de foi qui a été mise complètement de côté en mettant en avance une laïcité. Et quand on met en avance une laïcité, au lieu d'avoir cette moralité qui vient de la foi et de l'existence de Dieu, qui nous permet de chercher à faire les choses de façon morale, etc., on dépend du bien vouloir des décisions des hommes. C'était ça la grande erreur et le grand détournement de la vérité fait par le siècle des Lumières et amplifié sur le plan stratégique par la Révolution française, c'est le fait que d'un seul coup, les hommes allaient décider de ce que sont les droits humains, plutôt que, par exemple, l'approche américaine, on peut être critique, mais en Amérique, on considère qu'il y a des droits inaliénables, ça veut dire qu'on ne peut pas nous enlever, qui nous sont donnés par notre Créateur, qui sont ceux de la liberté, d'abord à la vie, ensuite la liberté et ensuite la poursuite du bonheur, qui sont des choses qui semblent vagues, mais qui sont extrêmement positives. Et que l'homme, l'être humain, le gouvernement, l'administration, des entités autocratiques organisées par l'être humain ne peuvent pas nous enlever. Et je pense que si on doit faire face à tous les problèmes qu'endure la France depuis un certain temps, on a besoin de mettre en avant des valeurs avant tout. Sinon, on aura toujours le gouvernement qu'on mérite, que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite, qui cherchera toujours à présenter des idées qu'il pense sont bonnes, mais on voit que ces idées ne tiennent pas debout, qu'elles dégringolent en permanence, que chaque fois qu'on tente de mettre les choses en avant, on voit que ce sont des châteaux de cartes, des fantoches, des marionnettes qui n'ont aucune profondeur, qui ne vont pas rassembler le peuple, qui ne vont pas amener le peuple à croire en un avenir qui est très fort. On peut critiquer Charles de Gaulle pour des tas de choses qu'il a pu faire, mais il avait une notion de la vision de la grandeur de la France. C'était un visionnaire. Et pendant le mandat du président de Gaulle, la France a fait un grand bond en avant. Elle a pu nettoyer tous les méfaits de la quatrième République et elle a ramené la France dans la modernité économique. Je ne dis pas que la modernité est automatiquement bonne, mais
Auparavant, il fallait attendre 2 ans pour avoir le téléphone en France, et cetera, et c'était extrêmement compliqué. Il y avait énormément de choses dans le même sens. En un rien de temps, on est passé d'une attente de 2 ans à une attente d'une seule semaine. Il y a énormément de bienfaits qui ont été amenés. Mais ensuite, avec l'événement technocratique à l'époque de Giscard d'Estaing, il a fallu augmenter les impôts directs ou indirects en permanence pour alimenter cette bête technocratique, cette structure qui sort de l'ENA, où il y a des gens qui n'ont jamais su faire quoi que ce soit en dehors de prétendre qu'ils étaient capables de gouverner parce qu'ils avaient des idées, mais des idées qui n'étaient pas basées sur les traditions, sur ce qui a fait ses preuves de par le passé, mais des idées qui semblaient bonnes. Là-dedans, il y a eu des gens qui étaient visionnaires quand même, mais qui n'ont pas eu assez de pouvoir pour faire des choses. Je pense à Alain Peyrefitte qui avait amené sa loi informatique et liberté, où il avait anticipé tous les problèmes que l'informatique allait amener dans le fait d'usurper la liberté de l'individu. Il avait compris l'avènement de la puissance de la Chine, quand il avait écrit son livre Quand la Chine s'éveillera. Et il y a eu énormément de gens qui sont des gens bien en France, etc. Mais la technocratie amenée à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, souvenez-vous que les charges sociales, parce que ça c'est des impôts, les charges sociales, qui se retrouvent en train d'être payées par tout le monde parce que ça augmente les coûts de la production, de tout, etc. Les charges sociales étaient de 23% en 1974, quand Giscard d'Estaing a pris le pouvoir après la mort de Georges Pompidou. Et 7 ans plus tard, quand c'est Mitterrand qui est arrivé au pouvoir, le mal a déjà été fait. C'était passé de 23% de charges sociales à 46% de charges sociales. C'est-à-dire les charges sociales ont doublé. Et ça passe dans le coût général payé par tout le monde. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mitterrand n'a fait que continuer tout ce processus qui avait déjà été entamé par Valéry Giscard d'Estaing. Même si Valéry Giscard d'Estaing se positionnait comme un homme de droite, moi, je ne l'ai jamais vu comme tel. Pas dans la droite classique qui croit à certaines valeurs et tout cela, mais c'était déjà de la technocratie. C'était les prémices même du socialisme qui étaient positionnées et ancrées dans tout ceci. Alors, dites-moi ce que vous pensez de tout ce que j'ai partagé avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on a besoin d'avoir des valeurs d'abord? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a besoin de mettre des tas de notions positives en avance et d'arrêter d'être réactionnaire? Arrêtez les réacs. Amener quelque chose de bon, sinon on va continuer à avoir des gouvernements qui fonctionneront d'une façon bancale et qui n'amèneront rien de positif. Alors, j'aimerais bien vous lire là-dessus. Amenez-moi vos commentaires. J'apprécie toujours vos commentaires. C'est très important que vous commentiez le plus possible. C'est ce qui va nous permettre d'être mis en avant. Et de nouveau, je m'excuse que pendant encore 2 jours, on va le faire à distance et ensuite on va reprendre les lives en direct. Mais pour moi, c'est important que vous nous souteniez parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir vous servir le mieux, le plus, pour vous amener des perspectives qui, j'espère, comme celle dont je vous ai parlé aujourd'hui, va peut-être réveiller des gens et donner un espoir dans le fait d'amener des choses positives, d'amener des choses constructives et pas seulement réactionnaires. Parce que la réaction, souvenez-vous, on se bat toujours sur le terrain de bataille de l'autre et on n'est pas en train de construire son propre avenir. Donc, mettez des likes, mettez des coups de pouce, abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube, venez nous voir sur Odéon. On va rajouter beaucoup de choses sur Odéon très rapidement pendant les jours qui suivent. Et on est là pour vous servir. On est là vraiment pour chercher à vous amener un point de vue qui est basé sur des valeurs fondamentales, qui existaient aussi bien en France que dans d'autres pays, qu'aux États-Unis, que dans pas mal de pays à travers le monde. Et ces valeurs étaient ancrées dans de la vérité qui venait de la foi des gens en eux-mêmes, en leur famille, en Dieu, en leur patrie, dans des valeurs sûres. Alors, j'attends avec grande impatience de voir tous vos commentaires pour qu'on puisse
avancer ensemble. Merci de votre écoute et donc à demain, mardi, à la même heure, à 19 heures. C'est toujours très agréable